older, so I'm going to be settled with two words. Je m'excuse que je parle en anglais parce que my mind is so indoctrinated in English, so please, I'm sorry. I loved I loved the panel, and I was wondering about your use of the word chaos. I'm going to present my presentation in a few moments about my perception of chaos. And because you presented, you talked about chaos, about the building you grew up with, which reminds me of the building I grew up in. But then you used the word laboratoire. So I'm thinking, can those two notions be reconciled? Can Montreal, can it be chaotic? Because for me, chaos is the essence of progress, actually. Can it still be, because laboratoire, it's a word, very clinical word, medical almost. So how we preserve chaos within this notion of experimentation. And then that leads me just to a short anecdote. My entire first moment with Montreal was chaos. I rented an apartment, was full of mice. And the first 2 weeks I had to get to the Régie de Logement. So I had to litigate myself out and to be the lawyer that I didn't want to be the first moment I'm coming to a foreign city in a foreign country. And I broke my leg, and I ended up in the hospital for 2 weeks with IV and antibiotics. And I thought, what is this city that I break my leg and I rent an apartment full of mice? But there was something very beautiful about that, because in the first month I ended up knowing your medical system and obviously your legal system, which made this chaos actually making sense. So again, is it a dichotomy, an oxymoron, and actually something that is complementary? Laboratoire, it's very funny that I'm actually, this only word I'm using in French, and chaos. Should we answer in English or? Non, en français. Je parle français, mais je suis bloquée. Je sais pas pour moi, chaos et laboratoire, évidemment, laboratoire, si on prend en premier sens, ça réfère à un espace aseptisé de contrôle, de travail biochimique, etc. Pour moi, c'est vraiment davantage dans le sens où Montréal est une place où on peut essayer des choses et faire des installations. Et je vais vous donner un simple exemple. L'hiver, ma mémoire de l'hiver, moi, c'est de jouer au hockey sans patin, dans une rue, avec la neige bien tapée par la charrue, le grattoir qui déblaye les rues. Et pourquoi on ne prendrait pas possession? Pourquoi on ne pourrait plus encore profiter de ça, faire des laboratoires? Est-ce qu'il y a des rues dans certains secteurs qui pourraient devenir des plateaux de jeux extérieurs tout l'hiver pour les enfants? On ferme la rue, on s'installe, on peut faire de la glace extérieure. Pour moi, c'est le laboratoire, c'est de se dire, attendez un peu, est-ce qu'on peut essayer plus de choses? Il faut trouver une façon d'explorer, et c'est tout à fait en continuité, donc je ne pense pas qu'on a besoin de réconcilier. Ça va ensemble. C'est le fait que la ville, sont toutes chaotiques. Elle nous ouvre la porte à essayer encore davantage, sans non plus, je pense que vous l'avez bien dit, c'est un chaos qui est contrôlé. Là. Je pense que ça donne la place à explorer, sans nécessairement écraser son voisin, puis intervenir, puis la ville, elle est là pour ça. Et je trouve qu'il y a tellement d'opportunités en termes d'espace pour justement faire place à l'innovation, puis c'est un exemple futile là, de jouer dehors un peu plus puis de prendre possession de nos rues, mais il y a tellement d'autres choses qui vont être faites, qui devraient être faites. Et bon, l'agriculture urbaine, ça s'en vient. De plus en plus, on en voit apparaître, on nous l'exige. Au Collège Notre-Dame, ici, on va dégager un espace complet pour l'agriculture urbaine pour les gens du secteur. Donc, ça devient de plus en plus une place à laboratoire. Et je trouve que l'esprit, peut-être c'est le côté ethnique aussi, multiculturel, je trouve que les gens sont ouverts à l'essai, ouverts à l'expérience, et pour moi, ça fait partie de l'esprit chaotique de Montréal. Moi, je ne vois pas de contradiction, mais je pense que pour expliquer peut-être la cohabitation du chaos et du laboratoire, je verrais une différence d'échelle. C'est-à-dire qu'on vit tous dans un espace assez chaotique, avec beaucoup de diversité, avec peu d'organisation générale, avec des petites villes qui sont séparées, qui reviennent ensemble et tout ça. Enfin, et puis le chaos architectural, n'en parlons pas. Mais en même temps, on peut faire des laboratoires, mais à petite échelle. Donc, comme Maxime dit,
dans telle rue, ou à la maison de l'architecture par exemple, où on avait demandé à des équipes d'urbanistes et de designers de réfléchir à l'appropriation de la place publique. Alors on leur avait demandé, c'était vraiment un laboratoire, c'est-à-dire qu'ils devaient intervenir dans une boîte de 16 pouces par 16 pouces, une boîte carrée. Et ils devaient créer leur réponse à ma question, qu'est-ce que c'est une place qu'on se réapproprie? Est-ce que ça existe encore, un espace public qui se réapproprie? Ça, c'était il y a 10 ans. Et dans les boîtes, il y avait à peu près... Enfin, ceux qui sont intervenus, c'était des architectes de Montréal, des créateurs montréalais en plein travail, parmi les plus actifs. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas le quartier international, il n'y avait pas... Et depuis 10 ans, il y a une pléthore de places publiques que les gens s'approprient, où les gens jouent à des jeux, etc. Depuis ce temps, donc on est parti... Enfin, il n'y a pas une relation de cause à effet, mais c'est amusant dans le temps, chronologiquement, de voir que à l'époque, quand on demandait aux créateurs de places publiques de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est une place qu'on se réapproprie, ils n'étaient même pas capables de répondre. Ils ont fait vraiment des installations d'art, avec par exemple une boîte où c'était écrit ma place ne peut pas être publique, ou des déclarations d'artistes, d'installateurs. Et puis quand on regarde leur réalisation dans la ville, dans la rue, on voit des places magnifiques, assez organisées d'ailleurs, très design, très belles. Mais c'est des exemples de laboratoire, si on veut, à petite échelle, dans un chaos général. C'est comme ça que je vois ça. Merci. Chaos, c'est une qualité. Laboratoire, c'est une façon de travailler. C'est peut-être des choses qui sont... Pourquoi a-t-on besoin de réconcilier un grizzly avec un méduse? C'est différent. Alors, pourquoi? On parle beaucoup de créateurs. Je pense que c'est de bon ton. Moi, j'aime bien le mot inventeur aussi. J'aime bien les gens qui découvrent des affaires, pas juste qui créent. Ça fait un peu... on est dans l'affiliation des traités de la Renaissance, où on a essayé de compléter la figure divine avec la figure de l'artiste, créateur. Puis c'est peut-être qu'inventer, c'est pas mauvais, c'est découvrir des affaires. Puis aussi naviguer. Le navigateur, le canal, la mer, essayer de la contrôler, c'est très difficile, hein? Surtout à l'échelle océanique. On arrive à la mettre en colère, je pense qu'on y contribue tout comme société moderne, mais la contrôler, c'est autre chose, mais des navigateurs, c'est peut-être aussi intéressant. Puis dans cette idée-là, on ne voit pas une cité comme Montréal comme un espace à l'intérieur duquel on navigue, mais comme les coureurs des bois ne connaissaient pas le territoire, puis ils ont traversé le continent, ben, ils ont navigué, à canot, à pied, je ne sais pas quoi. Visiblement, vous êtes une navigatrice. Vous n'avez pas besoin de connaître le firmament pour savoir vous promener dans nos systèmes administratifs. Ça aussi, c'est très ordonné, mais en même temps, il y a un caractère chaotique qui est intéressant. Puis il me semble que moi, je m'amusais beaucoup avec des amis. On voulait visiter les maisons patrimoniales de McGill. Vous savez qu'ils ont beaucoup de bâtiments à McGill parce qu'ils ont beaucoup de dons, ou dans un qui des maisons du Square Mile. Alors, on faisait semblant de chercher un formulaire. On a vu beaucoup de choses avec ça. C'était une façon de naviguer. Puis, ça a été très agréable parce qu'on a vu l'état un peu soviétisé de ces intérieurs très bourgeois avec des projecteurs à diapo plantés dans des moulures, des trucs semblables. Mais en même temps, c'est une façon d'être curieux. Il faut être curieux. Hein? C'est pas juste bizarre, curieux. La création, c'est de la curiosité, pas de la bizarrerie. C'est bon. Si je peux me permettre, j'aimerais juste te proposer quelque chose qui, je pense, permet peut-être de réconcilier les notions de laboratoire et de chaos. Moi, je me souviens qu'il y a un an exactement, presque exactement, je suis allé visiter Occupy Montréal, qui était sur une des places que tu décris, très design, qui ne semble pas se prêter à ce genre d'occupation-là. Et pourtant, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, pour plusieurs raisons. Moi-même, j'ai travaillé au quartier international et j'ai eu comme tâche de vérifier que tous les éléments de mobilier urbain étaient en bon état. Et comme ancien du quartier international, je me suis dit, mais ça va être le désastre, quand ils vont partir, tout va être à terre. Puis finalement, ils sont partis.
et c'était exactement comme quand ils sont arrivés. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y avait une habileté des Montréalais au bricolage, en fait. Et c'est cette notion-là que je voulais amener, parce que je sais que ça peut être aussi convenu de dire ça, mais je pense que quand on laisse la place aux gens, que le piano urbain, c'en est un exemple, quand on laisse la place aux gens d'aménager leur espace, il y a toutes sortes de choses fascinantes qui peuvent se produire. Il y en a plein d'exemples. Il y a le carré de sable en dessous sur Guilford. Il y a toutes sortes de petites choses qui se passent à Montréal, mais je trouve ça intéressant de construire un mémoire occupaire qui n'est plus qu'un souvenir, mais qui était un acte d'aménagement, en fait, où les gens se sont débrouillés avec les moyens du bord et respectueusement les uns des autres et du milieu autour. Il y avait des gens d'affaires quand même qui traversaient les places. On a réussi à trouver une sorte d'équilibre entre le laboratoire, entre le chaos. Il y a vraiment un équilibre qui s'est créé jusqu'à ce qu'il finalement il se fasse chasser de l'endroit, mais c'était intéressant de voir que c'était possible. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient quelque chose à point? J'aime bien les constats, je vais rajouter les miens, mais je pense que le bricolage, c'est très important pour Montréal. Et moi, je porte mon chapeau d'architecte, surtout un architecte qui a une formation en Suisse. Là, l'architecture de Montréal, c'est bricolé. Donc, les vieilles maisons du plateau, là, c'est du n'importe quoi que l'on trouve dedans. Mais en tout cas, c'est bien, j'apprécie énormément qu'on a un esprit très optimiste pour le futur. Mais je veux rajouter quelques mots-clés, je pense importants, si on va, comme dit Noabi, assumer notre site qui est de Montréal. Je pense que moyenne, c'est important. Moyenne. Et c'est Jean-Pierre Trollin et ses collègues qui ont écrit un article il y a quelques années, Montréal, tableau d'une métropole moyenne. Un des avantages à Montréal, c'est que ce n'est pas une grande ville. Pour nous, on pense, c'est la métropole, c'est énorme. Mais là, j'ai vécu dans des villes qui sont des métropoles. Là, Montréal, c'est pas New York, c'est pas Berlin, c'est pas Tokyo, c'est même pas Toronto. Malheureusement, je dois le dire. Faut le dire. Mais il y a plein de choses. Il y a une effervescence. Et ça, c'est un autre mot-clé. Une effervescence qui est quelque chose de soi qu'on trouve à Montréal. C'est moyen, mais il y a une effervescence. Surtout sur le plan de la société civile. Il y a un intérêt de la part des citoyens de s'engager, de se mettre dans le bain, de s'impliquer avec les débats. Et ça, c'est très important, parce que ça ne se trouve pas dans toutes les villes. Ça se trouve à Berlin. J'ai plusieurs collègues qui sont là et on s'entend sur l'idée que Berlin, c'est une ville qui est poor but sexy. Montréal, c'est un peu comme ça aussi. Hein? C'est sur le plan matériel, pas nécessairement riche, mais écoute, ça bouge, c'est bien, c'est riche, dans le sens que il y a une effervescence, il y a des richesses qui ne sont pas des richesses matérielles, mettons. Là, un autre mot, c'est incertitude. Mais ça vient en répartie, c'est dommage, mais comment concilier chaos et laboratoire? Montréal, c'est un lieu où on est confortable avec l'incertitude. Ça, c'est bon, parce que dans les sciences pures, on a vraiment eu du mal avec l'idée d'incertitude. Et en urbanisme, on peut dire que l'histoire de l'urbanisme, c'est une guerre contre l'incertitude. Mais à Montréal, ça va. Et ça fait du bien. Dernière chose. Je vais être un peu réaliste là. Montréal, c'est aussi un endroit ou un lieu qui est un peu perdu. Dans le sens que on a eu des problèmes. Si on pense, par exemple, je vais parler de corridor. Qu'est-ce qui est arrivé avec corridor? Qu'est-ce qui est arrivé avec la rue Sherbrooke? On n'a pas encore en mesure de gérer notre propre territoire. On est des prisonniers des gouvernements, des ministères du gouvernement à Québec, des gouvernements fédéraux aussi. On voit ce qui se passe, par exemple, avec l'échangeur turco. Il y a des... On est presque unis sur l'idée que ça, c'est pas la ville que l'on veut. Mais le ministère des Transports du Québec va faire. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est une bémol sur la discussion. Il faut prendre un peu le contrôle, il faut trouver les moyens de gérer, d'être des maîtres chez nous, de gérer notre territoire, de gérer notre ville. Parce que
c'est vraiment un problème qui touche la philosophie politique et la structure politique que l'on trouve au Canada. On a un système qui ne fonctionne pas très bien pour les villes. Les villes sont vraiment des prisonniers de leur province et du fédéral. On n'a pas un système. Mais je ne veux pas terminer sur un mot pessimiste ou quelque chose. Je pense que c'est un défi pour nous. Comme j'ai dit, l'incertitude, l'effervescence vont nous aider à cet égard. Et on peut bricoler un avenir qui est intéressant. Voilà. Petit poème, mettons. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres interventions? On termine? Ah, Barreau, allez-y. Ouais, moi, je trouve ça formidable, ce dernier élément. Enfin, c'est comme l'eau du fleuve. Il y a le fleuve en arrière de cette intervention. C'est formidable. Cette incertitude, ça me rappelle que Montréal était une ville indéfendable. Hein. C'est une république de marchands. On a pu installer une citadelle à Québec. On a pu fortifier à Montréal. Les gens ont toujours détesté ça. Regardez comment le CCA a démontré que les Montréalais ont haï payer des taxes. Ça leur a donné une leçon de discipline quand le roi de France a exigé une fortification, mais c'est peut-être un peu romantisme, mais il me semble qu'il y a une espèce de destin qui rappelle des destins de certains pays qui n'ont pas eu la capacité de se fortifier, donc qui ont développé les alliances et la diplomatie et les marchandages et tout ça. Et c'est un peu ça aussi, ça fait partie de cette incertitude. L'incertitude, ça aide à avancer, hein? Pas mal plus vite que la certitude, parce que quand on est très sûr, on est très assis. Oui. Les gens qui sont assis, pas de haut, ils vont pas loin. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse nos... En fait,